Bienvenue à vous sur Média TV dans 11 Dito. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est le début de l'année et votre adolescent ne se sent pas forcément très bien. Vous vous dites, est-ce qu'il déprime ou c'est une vraie dépression? Nous allons tenter de répondre à la question. Nous parlerons aussi du CP, un cap difficile à passer. Alors, qui met la pression? Est-ce que c'est l'école ou ce sont les parents? On aura un spécialiste pour nous répondre. Et puis pour finir, préparer les enfants, les sensibiliser contre les différentes formes d'harcèlement et notamment le harcèlement sexuel. On en parlera avec une psychiatre. Bienvenue à vous, ça se passe sur Média TV dans 11 Dito et on démarre tout de suite. On y va. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'11 Dito sur Média TV, bien sûr. Et je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui les invités qui ont accepté de faire l'émission avec moi pour vous. Et je commence par vous, Sarah Hay, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Toujours un Les plaisir. vacances se sont bien passées. Oui, très La bien. reprise, Oui. prête. On y va pour le boulot et pour 11 Dito. Ouais, bien engagé, parfait. Alors Sarah Hay, vous êtes orthophoniste et avec vous, on va parler du CP. Ce cap délicat à passer. On va en parler justement tout à l'heure. Beaucoup d'attentes de la part des parents et beaucoup, on va dire, de nouvelles responsabilités et de pression sur les enfants. Oui, Absolument, exactement. on va en parler. Et puis, on a aussi avec nous Dr Nawal Ajoub. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous avoir. Bonjour. Vous êtes Bonjour. médecin psychiatre, enfant et adulte. Et avec vous, cette histoire d'harcèlement. Et on va faire un focus particulier sur le harcèlement sexuel, comment en parler aux enfants et comment les sensibiliser. Donc, merci infiniment d'être là. Merci C'est à vrai vous. qu'on en avait parlé il y a quelques saisons déjà, Ouais, mais c'est un sujet ouais. qui interpelle tellement les parents et Ça tellement revient à important. chaque fois. Et on nous l'a beaucoup demandé justement. Donc, voilà, on répond à vos besoins et à vos demandes. Et puis, avec vous, Camélia Zakaria, tout va bien? Très bien. La je vous remercie. reprise, Super. ça passe bien? Toujours. Alors, ce début d'année, certains parents se disent « Mon enfant, mon ado ne se sent pas très bien ». Est-ce qu'on va dire c'est le vacances blues ou déprime ou vraie dépression? Comment comprendre, comment détecter la dépression chez l'adolescent? On en parle avec vous. Merci mesdames. Les vacances se sont bien passées? Très bien. Tout le monde a décompressé? On aurait aimé avoir un peu plus, mais Un peu plus. c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Absolument. Mais c'est en tout cas un plaisir de vous retrouver. Bien sûr, de retrouver nos téléspectateurs. Nous venons de redémarrer la saison. Et c'est un plaisir justement de replonger dans notre quotidien à tous, dans nos problématiques et nos besoins à tous. Et justement, c'est l'émission qui pense à votre quotidien. J'arrête de parler, on y va. Et c'est avec vous qu'on va parler de déprime chez l'ado, dépression, déprime, vacances blues. En fait, on va essayer de faire la part des choses. C'est avec vous, Camélia Zakaria. Vous êtes psychologue clinicienne. Et donc, cette histoire d'adolescence et de dépression. Alors, forcément, en période d'adolescence, on va dire, le comportement de notre enfant change. OK? Et donc, d'emblée, on va dire, ils sont un peu plus grincheux, plus renchouillards. On va dire ils sont un peu moins supportables. Mais est-ce pour autant une dépression? Non, effectivement non. L'adolescence, elle est connue pour être une période justement de changement où le corps change, une période de chamboulement et hormonal et sur le plan de la personnalité et aussi sur le plan social. Donc c'est une période généralement, on va généraliser quand même, généralement où l'enfant, qui est maintenant un adulte en devenir, va vivre une période de mal-être. Maintenant, ce mal-être, est-ce qu'on va forcément le targuer de crise d'adolescence? La crise d'adolescence, justement, peut connaître une petite déprime qui est transitoire, mais encore une fois, la déprime est transitoire, mais à quel moment, justement, il va falloir s'inquiéter, à quel moment on va pouvoir parler dépression. Exact. Donc c'est là la différence. C'est ça la différence. C'est là la différence. faire. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui, Tout à justement. fait, Alors, est-ce que les parents peuvent avoir des éléments de, on va dire, de détection? Est-ce qu'on a ça dans nos cordes ou pas? En fait, les parents, ils ont un lien affectif avec leur enfant, c'est-à-dire ils aiment cet enfant et ils auront peut-être tendance à ne pas forcément voir ces difficultés, à peut-être voir cette déprime ou dépression comme beaucoup plus un manque de volonté, un manque de motivation, au lieu justement d'aller directement vers la pathologie. Maintenant, grâce à cette émission, j'espère qu'on pourra déjà démystifier ce que c'est une déprime et ce que c'est qu'une dépression. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, aussi bien chez l'enfant que l'adolescent,
que chez l'adulte, donc ça existe. C'est juste qu'il n'y a pas une symptomatologie spécifique à l'adolescent, mais on va tout de même retrouver certaines similitudes avec l'adulte, à savoir une humeur qui va être triste, qui va s'installer pendant au moins 2 semaines. On va retrouver un ralentissement psychomoteur avec des troubles de la concentration, de troubles de la mémoire. On va aussi retrouver chez cet adolescent, comme chez l'adulte encore une fois, une anédonie, à savoir une perte de plaisir, une perte de motivation. Mais à côté de ça, ce qui va être spécifique justement à l'adolescence, c'est à ce niveau-là qu'on va demander aux parents d'être un peu plus vigilants, c'est qu'au niveau de l'adolescence, la dépression elle va beaucoup plus s'exprimer avec des composantes beaucoup plus somatiques et comportementales. Alors qu'est-ce qu'on entend par somatique? Déjà, il va y avoir des plaintes au niveau du corps. Votre adolescent va commencer à vous dire « je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai mal au corps ». En tout cas, il va y avoir des plaintes assez multiples au niveau du corps. À côté, donc, comme je viens de le dire, il va y avoir des composantes aussi comportementales. C'est un adolescent qui va être irritable, c'est un adolescent qui va être extrêmement agressif. Et donc, par conséquent, très souvent, on va confondre dépression avec crise de l'adolescence. Et c'est ça, justement, l'amalgame à ne pas faire, c'est de confondre les deux, sachant qu'au niveau de la crise d'adolescence, comme on a dit au début, il va y avoir une déprime qui peut s'avérer encore une fois transitoire ou qui peut justement préparer le terrain pour une dépression, alors que la dépression, elle va donner véritablement une souffrance clinique avec un retentissement aussi bien sur son environnement scolaire, parce que très souvent il va vous dire j'ai plus envie d'aller à l'école, il va y avoir un rejet de l'école. Mais si on peut détailler en fait ces différents points, la concentration, les plaintes récurrentes et puis l'agressivité. Oui. Alors, par rapport à la concentration, les parents vont penser que leur enfant travaille moins. Tout à fait. Et fournit moins d'efforts. Tout à fait. Par rapport aux plaintes, certains parents vous diront, écoutez, il cherche constamment notre attention, ou on a l'impression qu'il est jaloux de son petit frère ou de sa petite sœur, et en fait, voilà, il nous embête dans notre quotidien. Certains parents vont même carrément jusqu'à dire ces choses-là. Et puis, par rapport à l'agressivité, d'autres parents mettront ça sur le compte de l'adolescence, justement, et de la crise d'adolescence. Des amis, des fréquentations, etc. Exactement. Parce qu'on aura mauvaise influence. Exactement, on pourra en parler aussi, parce qu'il n'y aura pas que l'irritabilité. Là, on a parlé d'irritabilité, c'est à un niveau 1, mais on va avoir aussi des adolescents qui vont se mettre à fumer du cannabis, qui vont se mettre à consommer des drogues, qui vont peut-être faire des fugues ou des tentatives de suicide. Donc aujourd'hui, c'est une réalité et ça existe. Donc par rapport à ces symptômes, ce sont des symptômes réel, effectivement, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est de blâmer son enfant ou de le culpabiliser par rapport à son incapacité à pouvoir se concentrer, à son incapacité à pouvoir être au top de sa forme le matin, parce que très souvent le matin ils sont extrêmement fatigués, et il faut essayer de comprendre justement, au lieu de le réduire à ses symptômes, à réduire justement toute sa symptomatologie à un simple, eh ben tu sais, c'est parce que tu veux pas que tu n'y arrives pas, il faut que tu te secoues un peu plus, tu es nonchalant, justement, c'est toute la différence qu'on va nous avoir aussi bien dans nos cabinets de psychologie que dans les cabinets de psychiatrie, c'est de pouvoir repérer les symptômes de l'adolescence et aussi les symptômes de la dépression chez l'adolescent et de pouvoir justement démystifier le vrai du faux. Mais justement, est-ce que tous les ados nonchalants le matin qui ont du mal à se réveiller, etc., sont en dépression? Bien sûr que non. Et alors comment on peut faire la différence? Et heureusement, justement, alors la différence, ce qu'on va essayer d'inculquer aux parents, c'est est-ce qu'à un moment, il y a eu des moments de rupture? Il va y avoir des moments de rupture avec l'environnement. Cet enfant, il y a eu un avant et un après. Il va y avoir un retentissement tant sur sa scolarité que sur son comportement quotidien à la maison, etc. On va voir un enfant qui va commencer à s'isoler à outrance, et ce qui va plutôt nous mettre la puce à l'oreille, c'est l'intensité de ce trouble. Est-ce qu'il est enfermé depuis des semaines ou il est enfermé depuis une journée, 2 jours, et à un moment, il sort un peu de sa grotte? Là, on est beaucoup plus dans l'adolescence, dans la petite crise d'adolescence. Par contre, quand on est dans la dépression, ça va s'installer dans la durée. Vous allez remarquer que vous perdez vos repères avec votre enfant, que vous lui avez parlé, que son père lui a parlé, que la tante lui a parlé, que l'oncle lui a parlé, et que tout simplement, ça n'y change rien. Et vous remarquez qu'il est extrêmement triste, sans véritable raison apparente. C'est ça. Les raisons peuvent être, par exemple, un deuil, un divorce, des conflits à l'école, ou avec ses amis, bien sûr, ou une anxiété de performance, des parents qui vont être extrêmement exigeants. Mais très souvent, on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça, et on va se dire, bon, c'est juste qu'il ne veut pas, c'est pas qu'il ne peut pas, c'est juste qu'il ne veut pas. Et encore une fois, ça serait malheureux de réduire cela, parce qu'on a tout le côté comportemental qui va suivre. Alors, ce qui est aussi, on va dire, délicat avec la dépression, c'est qu'il y a une série de symptômes, sauf que ces symptômes n'arrivent pas tous en même temps, parce que s'ils arrivaient en même temps, à la limite, ils aideraient au diagnostic. Par exemple, vous pouvez avoir un seul symptôme, entre notamment les 3 grandes lignes, concentration, plainte et agressivité, vous pouvez avoir qu'un seul symptôme, et d'ailleurs même chez l'adulte, c'est les troubles de la concentration. Donc la personne ne se dit pas forcément je suis en dépression.
Ces derniers temps, je ne sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à me concentrer. Même l'adulte se dit ça. C'est ensuite, quand d'autres choses, sur le temps malheureusement, Tout à fait. ça peut prendre 1 an, ça peut prendre plus, d'autres choses vont venir se greffer, que le mal-être va s'installer et que finalement, ça pousse la personne éventuellement à se prendre en charge. C'est ça qui est compliqué aussi. En fait, j'ai l'impression que l'ado est doublement victime de la crise d'adolescence, de la dépression, des chamboulements hormonaux, etc. Parce qu'à aucun moment, l'adolescent ne se dit très bien, là, je suis en train de faire une dépression, même il faut absolument que j'en parle. Même son parent ne se le dit pas. Encore plus, parce que déjà, il a une perte de repère par rapport à son schéma corporel, parce que l'adolescent, on le sait, il dort, il ressemble à quelque chose, il se lève, il a 2 centimètres de plus avec plein de boutons. C'est-à-dire que déjà, il y a un chamboulement sur le côté hormonal, mais pas que, encore une fois. Effectivement, peut-être que le symptôme va être le manque de concentration ou le fait qu'il s'isole pour jouer, il va se réfugier justement dans tout ce qui est jeux vidéo, il vit en ermite dans sa chambre. En tout cas, il va y avoir quelque chose, un symptôme, mais ça va être l'arbre qui va cacher la forêt. Une fois qu'il va venir dans les cabinets de pédopsychiatrie ou de psychologie, on va se retrouver avec au moins 4 ou 5 critères importants au niveau du diagnostic. Mais encore une fois, ce qui va être flagrant et frappant justement chez l'adolescent, c'est tout le côté comportemental, l'irritabilité, l'agressivité, le rejet encore une fois. Mais je parle de rejet de manière virulente de l'école, le rejet des adultes de manière virulente. On connaît tous que justement la période d'adolescence, on a beaucoup plus un attachement au père, PAIRS, et un peu moins aux adultes. Mais là, c'est de manière virulente. Donc, encore une fois, on va voir si l'intensité y est de ce trouble et aussi la fréquence et la répétition. Et qu'est-ce qu'il y a comme comorbidité? Est-ce que c'est un enfant qui commence justement à s'isoler et à fumer? Est-ce que c'est un enfant qui va commencer à boire? Est-ce que c'est un enfant justement qui va essayer de fuguer? Est-ce que c'est un enfant qui va se réfugier dans les jeux vidéo? Donc il va y avoir autant de symptômes à côté qui sont comportementaux qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et nous indiquer une dépression. Nous indiquer une dépression et forcément donc un spécialiste. Alors moi, beaucoup de parents m'ont dit ça. On m'a dit on préfère aller chez un psychologue plutôt que chez un psychiatre, docteur Ajoub. Est-ce que c'est normal? Parce qu'en fait, on se dit si je l'emmène chez le psychiatre, forcément, c'est que c'est très grave et forcément, il sera sous médication. Exactement, c'est une idée qu'ont tous les parents. Au fait, cette idée est en relation avec les médicaments, parce que les parents ont peur des médicaments. Donc forcément, si je l'emmène chez un psychiatre, il va me prescrire des médicaments. Si je l'emmène chez un psychologue, il va parler avec lui, tout en sachant que les psychiatres sont aussi psychothérapeutes et que dans ces cas-là, un travail en collaboration entre psychiatre et psychologue est essentiel. C'est ça. Et est-ce qu'on met sous traitement un adolescent? Oui, c'est possible. Alors, si c'est une dépression confirmée, c'est-à-dire qu'on a au minimum de critères, que ça dure dans le temps, des fois, on fait le choix de commencer par une psychothérapie quand on a cette réticence des parents par rapport aux médicaments. Si au bout de quelques séances, on n'a pas vraiment un résultat, on préfère donner des médicaments et pas que chez l'adolescent, mais chez l'enfant également. D'accord. Alors, beaucoup de parents qui nous regardent se posent cette question, mais finalement, mon ado, qu'est-ce qui va le faire déprimer? Il va nous faire une dépression. Il va à l'école, il a ses amis, il a sa chambre, voilà. Enfin, il a tout ce qu'il lui faut. Pourquoi il va faire une dépression? Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est génétique? C'est intéressant comme question. Donc effectivement, il va y avoir des causes, soit environnementales, à savoir, comme on vient de dire, un divorce, un deuil, des conflits entre les parents, avec les sœurs, mais aussi des conflits à l'école. Il ne faut pas oublier que cet enfant, donc futur adulte en devenir, il n'est que dans 2 environnements. Il est soit à la maison, soit à l'école, donc avec ses amis. Donc il y a l'environnement scolaire et l'environnement familial. Donc on va essayer de voir dans ces 2 environnements, est-ce qu'il y a des difficultés. À côté de cela, peut-être qu'il y a aussi une anxiété de performance. Enfin, des parents qui vont mettre la barre assez haut et il sait que justement que ces capacités, là peut-être que les bilans vont entrer en jeu, ces capacités ne peuvent pas forcément suivre et donc il va y avoir un moment de décrochage. Mais ce qu'on sait aussi, c'est, grâce aux études, c'est qu'il y a aussi un facteur génétique. C'est-à-dire qu'un enfant dont le parent a été dépressif ou a été en dépression a 2 fois plus de chances de faire aussi une dépression, quel que soit l'environnement dans lequel il est. Mais aujourd'hui, effectivement, les sources peuvent être multiples.
mais la prise en charge existe, aussi bien le traitement médicamenteux. Il n'est pas systématique, sauf dans certains cas, parce que justement l'adolescence va aussi révéler plusieurs troubles plus ou moins graves. Nous aussi, en tant que psychologue, on va mettre en place quand même la psychothérapie dans un premier temps, mais si on voit au bout de 5, 6, 7 séances que son moral ne s'améliore pas, le mal-être est toujours là, mais bien évidemment qu'on va essayer de l'adresser vers un psychiatre et faire adhérer aussi les parents à ce projet thérapeutique. Alors, une question par rapport à l'école dans un petit moment, mais juste avant, justement, Camélia m'a tendu la perche par rapport au bilan. Est-ce qu'il arrive que justement des enfants, des ados arrivent chez vous pour des bilans et que finalement vous vous rendez compte que c'est des enfants, des ados en véritable souffrance? Alors souvent, on a des enfants qui sont en limite échec scolaire ou en troubles scolaires et tout, et ils arrivent vers un âge qui est un peu quand même avancé parce que les troubles généralement se déclarent bien avant. Sauf que là, on a des parents qui viennent qui disent mais je sais pas, cette année ça se passe très mal, ils commencent à ne pas vouloir travailler, certainement c'est la motivation et tout, mais peut-être qu'il y a un trouble 10 qui vient de se déclarer. Donc, effectivement, quand on fait les bilans, on trouve qu'il y a vraiment une inhibition. L'enfant n'a pas vraiment... Il perd un peu la volonté à vouloir donner le meilleur de soi. Il y a pas mal de choses. C'est un enfant qui peut... ou un adolescent qui va même pas sourire. C'est-à-dire, on essaye un peu de taquiner, il refusera de sourire. Des fois, il refuse même de faire le bilan lui-même. C'est-à-dire que c'est même difficile de le convaincre comme quoi il est important qu'on puisse savoir et faire la part des choses. Et donc là, impérativement, on envoie vers une consultation psychologique ou pédopsychiatrique et psychiatrique pour qu'on puisse un petit peu savoir. Parce que de toutes les manières, même si on fait une prise en charge... Les parents l'acceptent ? Difficilement, c'est-à-dire qu'on a des mamans en larmes en fin de compte parce qu'à la fin, ils vous disent « oui, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment faire, je ne connais plus mon enfant ». Alors qu'il est en souffrance. Si je peux juste rebondir par rapport à ça, effectivement, on peut passer par un orthophoniste avant d'arriver chez un psychologue, parce que très souvent, comme je vous ai dit, il y a un lien d'affectivité entre parents et enfants. Ils aiment leurs enfants, ils ne vont pas forcément voir que c'est une dépression, parce que le symptôme va être avant tout scolaire. Il ne veut plus aller à l'école, il est agressif même à l'école, ou le symptôme, il est à la maison, donc il est irritable avec nous, il nous parle mal, etc., il est insolent. Mais ces mêmes parents ont la capacité justement de repérer les symptômes de la dépression chez le voisin, chez la cousine, chez le neveu, etc. Mais ils n'ont pas forcément la capacité de le voir chez leurs enfants. Et donc, par moment, on peut avoir cette errance justement entre les différentes spécialités avant d'arriver chez un psy. Mais le plus important, c'est d'arriver chez les psys et de se dire... Parce que ce qu'il faut se dire, ça peut être, honnêtement, 2, 3, 4, 5 séances. On n'est pas dans des psychothérapies ou des prises en charge qui vont durer 1 ou 2 années. Donc, c'est vraiment quelques séances. Le but est de trouver justement une ligne directrice, remettre les choses dans les pipes et rétablir justement la communication avec cet enfant qui est très souvent, avec cet adolescent, très souvent la communication est en rupture. Donc qu'il soit ado ou adulte, ça reste nos enfants. Alors, rapidement, dans un petit moment, on passe aux questions des téléspectateurs, mais juste avant, est-ce qu'il faut en informer l'école où l'enfant, l'ado risque d'être stigmatisé? Je pense que dans un premier temps, lorsque le symptôme est scolaire, parce que nous, quand on reçoit la majorité des adolescents ou des enfants, le symptôme est d'abord scolaire. C'est parce que l'école se plaint de troubles de la concentration, de troubles de la mémoire, d'un manque d'attention ou justement il est agressif, que les parents vont venir pour demander un bilan. Là, justement, on fait un bilan soit neuropsychologique et aussi un bilan psychoaffectif pour essayer au mieux d'appréhender tout l'environnement de l'enfant. Bien sûr, sur le côté neuropsychologique, peut-être qu'on ne va pas parler de dépression, mais dire qu'il a des difficultés. L'école doit être informée quand c'est eux qui sont en demande. Mais quand l'école ne sont pas forcément en demande et que les choses sont plutôt au calme au niveau de l'école, donc je pense qu'avec les parents, et garder une certaine intimité est nécessaire pour sauvegarder justement son identité qui est toujours en construction. Absolument. Alors, les questions des parents, justement, des téléspectateurs. On a Bouchara qui nous dit « Mon fils se plaint constamment. Est-ce qu'il déprime ?» Se plaindre constamment n'est pas forcément un signe de dépression. Comme on vient de dire, il faut qu'il y ait des symptômes, il y a le ralentissement psychomoteur, il y a une humeur qui est triste. Maintenant, est-ce que c'est un enfant qui est tout simplement vindicatif, il a envie d'avoir certaines choses, ou il se plaint, et les plaintes sont somatiques, ou les plaintes sont comportementales. Donc il faut faire la différence. Je trouve que c'est une question qui est très généraliste, et pour y répondre, c'est un peu plus difficile. Parfait. Alors, Abla vous dit, est-ce qu'un ado de 15 ans peut prendre des antidépresseurs ? Je pense que Dr Ajoub est mieux placé. Un ado de
15 ans peut prendre des antidépresseurs. Et en fait, c'est un message que je voudrais faire passer. C'est vrai que des fois, on a des prescriptions abusives, mais dans beaucoup de cas, une prise de médicaments peut changer une vie. Et on a la plupart du temps des parents qui sont très réticents. Nos confrères psychologues, quand ils trouvent qu'il y a indication, ils nous adressent même, ils nous disent il faut une médication avec la psychothérapie. Et les gens, quand ils essayent l'antidépresseur, ça change complètement leur vie. Donc, à chaque fois, on a cette remarque qui dit que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu du temps. Absolument. Voilà. Les adultes aussi disent souvent Pour ça. les adultes, ouais. Merci beaucoup, Merci Camélia Zakaria. On reste ensemble. Il y a d'autres sujets qui arrivent et qui vous intéressent, je pense. On va parler de CP, un cap délicat à passer. En tant que psychologue, vous prenez ça en charge également. Et puis, parler d'harcèlement avec nos enfants. Ça aussi, c'est un sujet qui interpelle beaucoup les parents. Donc, merci beaucoup, mesdames, d'être là. On continue notre discussion. Et on y va justement pour cette histoire de CP. Pourquoi c'est un cap aussi difficile à passer? Eh bien, on vous dit tout de suite. Merci beaucoup, Salahé, d'être là. Vous êtes orthophoniste. Elles sont bavardes, les dames à côté. La classe est bruyante aujourd'hui, mesdames. C'est le CP. Exactement. Et c'est la rentrée. Et c'est la rentrée. On peut tout se permettre, absolument. C'est l'ambiance vacances. Alors, justement, le début de l'année, le CP, les parents, qu'est-ce qu'ils se disent? Au CP, d'ici la fin de l'année, ils doivent savoir lire. Écrire ou pas? J'ai oublié, en fait. Écrire aussi. Rentrée CP, oui, écrire. Entrée au CP? Fin CP, écrire. Même rentrée CP maintenant. Des fois, on trouve des enfants qui doivent déjà écrire les mots. Alors, OK. Donc, fin CP, ils doivent savoir lire et écrire. Et justement, il y a une forme de surenchère de la part aussi des parents. Alors, on a posé la question à un directeur pédagogique qui travaille dans une école. Lui, il vit ça vraiment chaque début d'année, chaque année avec les enfants et les parents. On écoute ce qu'il a à nous dire et on revient pour en parler. Les attentes des parents dépassent souvent les exigences qui sont attendues au niveau scolaire. On a du mal à se rendre compte qu'on a des petits-enfants qui sortent de la maternelle, qui ont encore besoin d'apprendre des gestes moteurs, notamment pour éviter des problèmes futurs sur l'acquisition du geste d'écriture. Mais on a aussi besoin de s'appesantir vraiment sur l'apprentissage de la lecture. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, on a et le français, et l'arabe, et depuis quelques années, de plus en plus l'anglais. Alors ça peut illustrer vraiment la problématique qu'on va rencontrer en termes de malentendus, puisque beaucoup de parents croient que les élèves doivent avoir exactement le même niveau en français, en anglais et en arabe dans leur première année d'apprentissage de la lecture. Et ça, par exemple, c'est vraiment problématique, parce que c'est un souhait incohérent, j'ai presque envie de dire insensé, puisque à la maternelle, on est quand même dans un grand bain de langage. Et pour pouvoir réussir, il faut vraiment que les élèves soient préparés à rentrer dans les apprentissages. Ben voilà, justement, il y a cette incohérence entre les maternelles et puis le démarrage dans le CP. Il passe du monde, on va dire, des tout petits à presque au monde des élèves. Le temps de vacances scolaires. Donc, il y a aussi des attentes des parents, et comme le disait M. Rachdi, qui est directeur pédagogique, il y a aussi ce stress des langues que nous avons chez nous au Maghreb et au Maroc en particulier. Il y a le français, l'arabe et actuellement aussi l'anglais. Donc, ça donne quoi, Salahé? Vous êtes orthophoniste. Est-ce que nos enfants sont capables d'apprendre tout ça très bien, de savoir lire, tous de façon standard pendant l'année du CP? Alors d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de standard chez les enfants, c'est-à-dire que c'est du cas par cas. Chaque enfant a son rythme propre d'apprentissage, a ses capacités propres à lui. Il y en a, maintenant on parle d'intelligence, on ne parle pas d'une intelligence, c'est-à-dire que chacun de nous a des intelligences plus que d'autres et on a chacun des traits propres. Alors au niveau des apprentissages, effectivement ce qui se passe maintenant, c'est que l'abord du CP commence à prendre une grande ampleur. C'est comme si on parle de l'année du bac. Oui, c'est-à-dire que ça commence à prendre en effet la même valeur, la même valorisation. On commence à avoir les parents qui stressent déjà à partir de la moyenne de la grande section, des enfants qui sont mis sous un stress permanent parce que même au niveau des écoles, au niveau des crèches, maintenant à la grande section, on prépare le passage au CP, il faut faire un travail comme ça, tu veux monter au CP, tu veux aller à la classe des grands, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc du coup, l'enfant déjà, il est mis dans une situation de
c'est comme si le CP était vraiment une classe gigantesque où il devait prendre place. Et donc faire ses preuves. Voilà, et il faut faire ses preuves alors qu'il est encore petit pour le mettre sous une anxiété de performance, sous cette demande qui est quand même vraiment... c'est un enfant, effectivement, comme M. Rachdi a dit, que c'est un passage des petites classes, du petit enfant, de la maternelle, des jeux, des cantines, vers une classe où déjà la position des chaises va changer. Le positionnement des enfants change, la maîtresse change de position. Donc, on a déjà l'espace qui est totalement différent. On a l'abord de la relation maîtresse-enfant totalement différent. Et ensuite, on a les fameux devoirs. Les devoirs, la lecture, l'écriture, on marque une pause et on revient pour continuer. À tout de suite. Beaucoup d'être avec nous. Allez, on continue cette discussion. Démarrage de l'année, année scolaire bien sûr. Alors, il y a pas mal de choses à mettre en place. On a parlé de l'adolescence, entre déprime et dépression, comment faire la part des choses et comment prendre en charge cette histoire-là. Justement, on en a parlé avec vous, Camélia Zakaria. Dans un petit moment, on vous retrouve Dr Nawal Ajou pour parler d'harcèlement et surtout comment sensibiliser les enfants, comment aborder la question avec eux et notamment le harcèlement sexuel. Et puis, pour l'heure, on continue cette histoire de CP. Le CP, un cap difficile à passer. En tout cas, ça l'est de plus en plus. Oui. On s'en rend compte. Et M. Rachdi, qui est directeur pédagogique, nous l'a dit il y a quelques instants. Les parents mettent beaucoup de pression sur les épaules des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord que ce sont uniquement les parents? Moi, je dirais que c'est bien l'école aussi. Voilà. C'est une boucle. C'est qu'il y a beaucoup plus maintenant d'exigences au niveau scolaire. Beaucoup plus d'exigences au niveau des parents. Et donc, on rentre dans un cercle qui met l'enfant sous beaucoup de pression. Les parents sont aussi sous pression parce qu'on commence à chercher tout le temps l'excellence. Il y a des écoles maintenant qui cherchent aussi l'excellence. On parle que de notes, on parle que mon enfant doit être le premier, ma fille doit être la première. Et ça commence beaucoup plus tôt que ça doit être. Alors, il y a des systèmes qui prennent en considération, par exemple, il n'y a pas de notes, il y a des systèmes de lettres et tout ça. Il y en a d'autres qui mettent des notes. Et il y en a, malheureusement, il y a des notes qui affectent trop l'enfant. Et ça commence même à partir du CP. Donc, et quand même, c'est un peu tôt, moi, je dirais, par rapport à l'âge de l'enfant. Alors, le CP, c'est une classe délicate parce que aussi, c'est l'année où certains diagnostics sont mis, sont posés. Est-ce que c'est vrai? Par exemple, tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, je ne pense pas parce que... Non, alors il faut savoir que... Mais il y a certaines dyslexies? Non. Que l'on peut diagnostiquer? Au niveau du CP, on ne pose pas de diagnostic. On peut prendre en charge pour des troubles ou des difficultés ou un retard de langage écrit ou d'apprentissage. Mais le diagnostic du CE1, on le rappelle... Pardon. Le diagnostic des dyslexies, on le rappelle, c'est à partir de la deuxième tranche du CE1, c'est-à-dire après 18 mois d'apprentissage. OK. Mais dans ce cas-là, quand les parents vous disent ils prononcent à l'envers, ils prononcent mal, ça c'est pas de la dyslexie? Alors, quand on parle de prononcer, on parle de parole, on parle de langage oral et on parle de retard de parole. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça c'est un autre sujet. Alors le retard de parole, c'est là où l'enfant, il va, au lieu de dire ballon, il peut dire la bon ou il peut dire à l'oral, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout du fait du langage écrit. Par contre, si oui, il parle très bien, il a un très bon niveau à l'oral, il est bien en langue et tout ça, mais que quand il s'agit de venir, de lire, de déchiffrer les syllabes et tout, là on voit les inversions, on voit là les fameux BD, TD et tout, donc ça, ces confusions-là, on suspecte qu'on dit que peut-être qu'après on aura un trouble spécifique, mais on ne parle pas de 10. On prend en charge pour essayer de minimiser les dégâts par la suite et de minimiser le trouble. Parce qu'il faut savoir que si un enfant commence à faire des troubles, des confusions, des difficultés au niveau de l'accès à la lecture et l'accès à l'écriture, si ça commence dès la grande section, fin de grande section et à partir du CP, effectivement, il faut savoir que ce trouble-là peut rester. Il y a des enfants qui compensent tout seuls les difficultés parce qu'ils ont un rythme d'apprentissage propre à eux. Il y a des enfants qui gardent ces problèmes-là. Donc là, c'est là où les spécialistes prennent la part des choses un petit peu, si on veut dire. Alors justement, Camélia Zakaria, est-ce que vous avez des petits-enfants à cet âge-là, en classe de CP, qui atterrissent chez vous pour un mal-être, pour une pression, pour un stress dû justement à tout ce besoin d'apprentissage, soit de la part de l'école, soit de la part des parents? Tout à fait, tout à fait. Donc, ça peut paraître très jeune, mais effectivement, on les voit venir en thérapie parce qu'on va avoir encore une fois une symptomatologie beaucoup plus portée sur le corps. Ça va être un enfant qui va nous exprimer ses difficultés d'une manière corporelle, il va désinvestir l'école, ne plus vouloir y aller, être dans un coin, pleurer, ne pas vouloir forcément participer. Donc, il va y avoir des choses qu'on va remarquer et l'école va demander à ce qu'ils viennent.
Donc, dans nos consultations, on va remarquer qu'il y a une anxiété de performance. Aujourd'hui, la maternelle, on ne l'appelle plus la maternelle, on l'appelle préscolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là-bas pour apprendre certaines choses sur le plan relationnel, comment développer justement jouer, tout simplement. Comment jouer, se faire des amis, etc. On est directement sur tout ce qui est académique. Maintenant, ce qu'on oublie de dire, c'est que l'école n'est obligatoire qu'à l'âge de 6 ans. Il ne faut pas l'oublier, même si cette année, il y a des amendements justement pour qu'il y ait beaucoup plus de crèches, même au niveau du public, mais l'école reste obligatoire à l'âge de 6 ans. Donc il y a des enfants qui sont censés aussi atterrir au niveau du CP sans forcément être passés par la moyenne ou la grande section et ne pas avoir justement tout ce bagage-là pré-calligraphique ou de déchiffrage. C'est pour ça que, encore une fois, comme elle a dit arriver avec un décalage et un handicap malheureusement qui s'impose aujourd'hui. C'est ce que disent les parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir une course justement vers cette anxiété de performance, à mettre son enfant dans de bonnes crèches, dans de bonnes écoles pour permettre justement à ce que l'enfant soit mieux intégré au niveau du CP. Elle l'a dit, le CP, avant, ils étaient dans des classes où ils étaient plusieurs. Là, ils se retrouvent avec un cartable, avec des manuels, avec des devoirs. L'entrée au CP, c'est la même chose que l'entrée au collège. C'est ça, exactement. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est un chamboulement aussi psychologique pour ce petit, une perte de repère. Et il ne comprend pas pourquoi, du jour au lendemain, c'est l'élève au détriment de l'enfant. Ouais. On ne voit plus en lui l'enfant, on voit en lui l'élève. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi tes devoirs, montre-moi ceci. Et il y a aussi le cahier de correspondance qui avant n'existait pas au niveau de la grande section. Donc oui, on va avoir des petits qui vont être soit du jour au lendemain, ils vont refaire pipi au lit, ce qu'il ne faut pas oublier, ou bien faire caca, tacher justement leur culotte, c'est ce qu'on appelle l'oncoprésie. On va avoir des symptômes d'anxiété très très tôt, malheureusement, chez ces petits. Et ces symptômes vont apparaître du lundi au vendredi, pas du tout le samedi, mais le dimanche, justement, quand ils vont partir à l'école. Alors là, on est en plein début d'année scolaire, Sarah, et qu'est-ce qu'on peut proposer à ces petits, à leurs parents, pour que, on va dire, cette année se passe de façon sereine? Est-ce qu'il faut en fait négliger la pression qui peut être exercée par l'école? S'il y a pression, est-ce qu'il faut ne pas faire attention? Moi, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est que déjà, soi-même, autant que parent, se dire que mon enfant vaut beaucoup plus que ce qu'il aura comme note. Ça, c'est la première chose. Parce que il y a tellement de pression, il y a tellement de rapports. C'est-à-dire que l'enfant commence à se projeter par rapport à la note qu'il va avoir. C'est-à-dire même l'amour des parents dépend maintenant des notes. C'est-à-dire j'ai un 10, maman va m'aimer, elle va être contente. J'ai un 5, maman elle ne va pas être contente, elle ne va pas m'aimer, papa aussi. Donc, au CP déjà? Oui. C'est-à-dire qu'à partir, parce qu'il faut savoir que les 2-3 premiers mois, c'est que des leçons et tout, mais après, ils commencent les contrôles. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles par la suite et tout ça. Donc, on va voir ça, on va voir des notes. Alors, l'autre chose, c'est que chaque enfant a son rythme. S'il vous plaît, ne comparez pas les enfants. Il faut arrêter de comparer les frères et les sœurs, le cousin et la cousine, le voisin et le copain qui est dans la même classe. Il faut arrêter. Chaque enfant a ses capacités d'apprentissage. On n'est pas égaux. Si on était égaux, alors de toutes les manières, on va faire le même métier, on va avoir les mêmes capacités. Il n'y aura pas médecin et orthophoniste, par exemple. Il n'y a pas, je ne trouve pas d'autres exemples. Alors, il faut arrêter de comparer. Il faut aimer son enfant pour ce qu'il est. Et je dis toujours, un enfant épanoui vaut mieux qu'un enfant qui a beaucoup de notes, qui a les meilleures notes. Vaut mieux qu'un enfant, un premier de sa classe. Et parfaitement. Ça en fera un adulte plus épanoui. Artiste, oui. Médecin et artiste, exactement. Les deux en un ou médecin et artiste? Non, on peut avoir un médecin, on peut avoir un artiste, ça. Une danceuse. Exactement. Un chanteur. Ouais. Malheureusement, maintenant, les parents veulent tous que leur enfant soit les premiers de la classe. Ouais. Et la première réaction qu'on a, c'est que le premier, il a eu combien? C'est quoi la première note? C'est ça. Alors, on a les questions des parents, justement, qui nous suivent attentivement pour ce sujet. Et vous avez Mounia qui vous dit « Certains élèves arrivent déjà à lire, mais pas mon fils. Dois-je m'en inquiéter ?» Tout dépend de l'âge. Si on y va sur le principe de rentrer en CP, alors lire, normalement, à la rentrée du CP, maintenant, on commence un petit peu à déchiffrer les syllabes. C'est-à-dire il doit connaître les syllabes, B avec A, bas, les syllabes simples et les voyelles simples. Mais s'il ne les connaît pas, ce n'est pas grave. Hein. S'il ne les sait pas encore, il ne faut pas s'inquiéter, oui, parce que l'école est là pour ça. Oui, le début CP, non, il ne faut pas s'inquiéter. On laisse le temps pour l'enfant déjà de se mettre dans le bain de l'apprentissage. Parce que, pardon de vous interrompre, ça veut dire quoi lire à cet âge-là? Lire à cet âge-là. Il y a lire et lire. Il y a lire et lire. Oui. Il y a, voilà, parce que moi, je vois dans certains systèmes, ils font répéter en fait une sorte de lecture aux enfants constamment, mais c'est en fait pour se familiariser avec l'écriture du mot. Alors en fait, effectivement, là, c'est
C'est un autre sujet. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a deux manières de lire. Il y a la lecture dont tu as parlé, Yasmine, c'est la lecture par mémoire, donc c'est la voie d'adressage. Et il y a une autre voie qui est la voie d'assemblage. L'assemblage, c'est le déchiffrage, pour un peu simplifier. Et l'adressage, c'est la voie de mémoire. Alors maintenant, les systèmes à l'école, ils travaillent un peu les deux. C'est-à-dire qu'il doit mémoriser les mots pour qu'ensuite la mémoire fasse Mais son en même travail. temps, connaître les syllabes. Et en même temps, il faut connaître les syllabes pour déchiffrer les mots qui sont nouveaux. Mais ça, il faut prendre son temps. On vient de démarrer l'année scolaire. Le CP Oui. est là pour ça. Il ne faut pas stresser, décompresser, laisser-le tranquille. D'ailleurs, on a une autre question de la part de Leïla qui vous dit, alors, je vous dis ça. Est-ce que je peux booster le niveau de mon enfant grâce aux cours particuliers ? Alors moi, je suis contre les cours particuliers pendant les petites classes parce que ça, c'est les premières classes. L'enfant doit prendre son temps, il doit apprendre. Il faut y aller doucement. Et puis des fois, les cours supplémentaires ne servent pas à grand-chose. Quand on a un enfant qui a vraiment un trouble, un vrai trouble, même si on fait des cours supplémentaires tous les jours, il ne va pas y arriver parce qu'il lui faut une autre remédiation cognitive. Il faut vraiment une préparation d'autres bases que nos collègues, les instituteurs et institutrices, n'ont pas vraiment l'habilité de faire. Merci infiniment, Sarah Haïm. Merci en tout cas aussi à vous, mesdames, d'apporter votre expertise à ce sujet. J'espère que nos téléspectateurs sont bien installés, qu'on continue l'émission ensemble. Et comme on l'a promis, on va parler d'harcèlement. Différentes formes d'harcèlement existent, c'est vrai, mais les parents sont très demandeurs. Justement, ils nous demandent beaucoup comment parler à son enfant de choses de grandes, d'harcèlement sexuel notamment. Eh bien, on en parle là tout de suite. Eh bien, nous sommes avec vous, docteur Nawal Ajoub. Merci infiniment d'être là. Vous êtes psychiatre enfant et adulte. Je prononce bien le nom ? Oui, c'est Nawal Ajoub. Nawal Ajoub, absolument. Ouais. Alors, cette histoire d'harcèlement, justement, il y a différents types d'harcèlement. Oui. Les plus connus, c'est l'harcèlement pour les enfants, bien sûr, pour les ados. C'est l'harcèlement scolaire et l'harcèlement sexuel. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tabou sur cette histoire d'harcèlement sexuel. On en parle, il y a des associations qui militent contre ça. Il y a des professionnels qui sortent très, très souvent dans les médias pour tirer la sonnette d'alarme. Et donc, nous aussi, on veut remplir notre rôle civique, justement, et accompagner les parents dans la discussion. Est-ce que les parents, d'abord pour le premier et pour le deuxième, est-ce que les parents peuvent jouer ce rôle de sensibilisation ? Ils doivent jouer ce rôle de sensibilisation. Par rapport je voudrais rebondir sur les types de harcèlement. Donc, on a le harcèlement moral, on a un harcèlement physique aussi à l'école, et on a l'harcèlement sexuel. Et dans ces trois types d'harcèlement, on a un harcèlement psychologique, parce que ça atteint forcément dans les trois types. Le nouveau type de harcèlement maintenant, c'est l'harcèlement numérique, cyber, qui devient beaucoup plus fréquent que les autres types. Par rapport à votre question, par rapport aux parents, oui, c'est au fait essentiellement eux qui devraient sensibiliser et faire de la prévention auprès de leurs enfants. Alors, celui, on va dire, qui inquiète le plus, même si le harcèlement scolaire numérique fait aussi beaucoup de dégâts, mais dans la tête des parents, celui, on va dire, le plus dangereux, c'est l'harcèlement sexuel. Culturellement, exactement. Alors que les autres types d'harcèlement peuvent avoir aussi des conséquences très très lourdes, à savoir le suicide. Donc on ne parle pas forcément on ne peut pas dire que le harcèlement sexuel est beaucoup plus dangereux, mais culturellement, c'est-à-dire un enfant harcelé à l'école va plus ou moins savoir se défendre, savoir ce que ça veut dire, comprendre ce qui se passe. Mais par rapport à l'harcèlement sexuel, l'enfant aura beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe en général. Et dans la tête des parents, il est beaucoup plus en position de victime. En position de victime, mais par rapport à la culture aussi. Tout à fait. Alors, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut parler de tous les types d'harcèlement à ces enfants ? Ou bien on fractionne les discussions, parce qu'on a envie de leur faire passer tellement de messages. Alors, il faut essayer de faire passer le maximum de messages à ces enfants, et ce, en fonction de l'âge, de la maturité, parce qu'on peut avoir des enfants d'âge qui ont le même âge, mais qui ont un degré de compréhension, de maturité différent. Donc, les parents connaissent très bien leurs enfants. Donc, ils sauront à quel moment on va parler d'harcèlement moral ou physique, comment apprendre à son enfant à se défendre à l'école, à quel moment on pourra lui apprendre ce que c'est déjà qu'un appareil génital, mettre les mots dessus. À quel âge, justement ? Au fait, pour moi, ça serait le plus tôt possible.
Dès que l'enfant, comme je vous ai dit, c'est subjectif. Là, c'est subjectif. Chaque parent a la capacité de reconnaître est-ce que son enfant... Mais par rapport à l'harcèlement sexuel, pour moi, ça serait le plus tôt possible. C'est-à-dire, je sais pas, une petite fille ou un petit garçon de 3 ans, de 2 ans et demi, on pourra lui expliquer pendant des moments où on lui donne le bain, ou là, des moments de change, lui expliquer que ça, comment ça s'appelle, ça, comment ça s'appelle, que personne n'a le droit de te toucher ici, sauf éventuellement ta mère ou ton papa qui s'occupe de lui ou un médecin éventuellement, que si quelqu'un te touche dans ces endroits, tu as le droit de te défendre, tu as le droit de dire non. Mais est-ce un bébé oui, de 2 ans et demi, 3 ans 2 ans et demi, 3 ans, on commence... Non, il ne va pas comprendre complètement, mais ce sera avec des mots simples. C'est pour ça que je vous ai dit, ça dépend de l'âge. Donc, par exemple, à 3 ans, personne, ça s'appelle comme ça, personne n'a le droit de toucher ici, sauf maman. Donc, il y a des formules et une manière de dire les choses à son enfant. Dans le jeu aussi, avec des poupées, avec des personnages. De toutes les façons, trouver le moyen de faire passer le message. Et en grandissant, je ne suis pas contre le fait d'expliquer à l'enfant tout ce qui concerne la vie sexuelle, progressivement bien sûr et en fonction de l'âge, parce que forcément, avant de finir le primaire, l'enfant saura ça. Alors, si ce n'est pas les parents ou les profs qui expliquent ça, il le saura à travers les profs ou les amis. Et plus fréquemment, ce qui se passe maintenant, c'est que les enfants découvrent ça à travers des vidéos. Et donc, sur Internet. Et donc, ils sont choqués. Il y a des ados, des enfants, qui viennent en consultation pour des crises d'angoisse, pour des dépressions. Et finalement, quand on creuse, ils ont vu une scène qui les a un peu choqués parce qu'ils n'avaient aucune sensibilisation avant. Donc, il vaut mieux que ce soit fait par les parents plutôt que l'enfant aille chercher, parce qu'il va entendre à l'école. Il y a des enfants qui sont moins surveillés que d'autres. Il va entendre à l'école que sur telle ou telle chaîne, on peut voir ça. Donc, il va aller regarder, il va être choqué. Parce personne ne lui a jamais expliqué... Alors justement, lorsqu'un parent tombe sur son enfant en train de regarder un contenu pareil, réaction numéro 1 des parents, c'est d'hurler, bien sûr, et de punir l'enfant. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, ce que je conseille à un parent qui va surprendre son enfant en train de regarder, on va dire, une vidéo porno, de ne pas hurler, bien sûr, parce que c'est de la curiosité. Un enfant, comme c'est les pères, il entend parler. Donc, il faut expliquer à l'enfant... Alors, à ce moment-là, il faut le prendre et reprendre l'explication. Pour les parents, ce n'est pas une curiosité légitime. Ce n'est pas une curiosité légitime, mais ce qui est fait est fait. C'est-à-dire, il ne faut pas aggraver les choses. Parce qu'en hurlant, vous savez que quand l'interdit est toujours désiré, il attire toujours. Donc, ce qu'il faut expliquer quand l'enfant a déjà vu cette scène, il faut lui expliquer déjà le b.a.-ba de la sexualité, comment ça se passe, et surtout lui expliquer que ce n'est pas ça la sexualité. Et malheureusement, ça et c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, un enfant qui aura déjà eu la base, on lui aura expliqué ce que c'est que la sexualité, ce que c'est qu'un appareil génital, comment on fait des enfants, avec des mots différents selon l'âge et simples. Donc, si accidentellement il arrive qu'il voit une vidéo, il va comprendre et il saura faire la différence. Alors, ça, on va dire... En tant que maman, je le conçois pour des enfants de 7 ans, 8 ans et plus. Mais les tout petits, Camélia Zakaria, est-ce que justement il vous arrive de recevoir des enfants, on va dire en quelque sorte, ou des parents qui ne savent pas forcément quoi dire à leurs enfants, ou des enfants qui ont été d'une manière ou d'une autre victimes d'attouchement. Et donc, à votre avis, comment il faut passer le message aux plus petits ? Je m'aligne à ce qu'a dit le docteur Ajoub, c'est-à-dire qu'il va y avoir certaines routines. Et dans les routines, on utilise des mots adaptés, comme elle vient de dire. Au niveau du change, au niveau du bain, et on dit à son enfant, écoute, déjà il doit être dans le langage, dans la parole. Donc on est déjà à 2 ans et demi, 3 ans, déjà, pour qu'il puisse rentrer en interaction avec nous. On lui dit, écoute, tu sais, ton corps t'appartient. Ici, ça t'appartient, cette partie intime aussi, etc., etc. Et si quelqu'un te touche ici, il ne faut pas hésiter à le dire à maman, il ne faut pas hésiter d'aller voir la maîtresse, etc. Donc, il faut le répéter plusieurs fois.
à chaque fois qu'on donne le bain ou à chaque fois qu'on change, il faut lui répéter, lui rabâcher ça, rabâcher ça? En fait, l'école s'occupe de l'éducation et la maison s'occupe de l'instruction. Donc on instruit nos enfants et on leur dit qu'effectivement, il y a des choses qui se passent à l'extérieur et il faut qu'ils comprennent. Le but, ce n'est pas de rabâcher ça. C'est-à-dire qu'on va choisir les bons moments où on a la totale écoute et en même temps, on connaît nos enfants. Et il y a des enfants qui sont beaucoup plus curieux. Elle l'a très bien dit, la curiosité est le moteur des apprentissages. Ils vont de toutes les manières, dans le primaire, on le dit, on le répète, dans le primaire, avoir déjà une idée de la sexualité. Combien même vous pensez que c'est votre petit ange. Alors, il ne sait absolument rien, mais vous éduquez et l'école aussi. Et à l'école, il y a d'autres enfants qui viennent, d'autres enfants qui ont des grands frères, des grandes sœurs, ils ont vu des choses et ils en parlent entre eux. Donc, plus on sensibilise, mieux c'est. Exact. Mais alors, encore une fois, est-ce qu'on répète plusieurs fois ou bien il faut, on va dire, faire des piqûres de rappel? Des piqûres. Des piqûres de rappel. Que ce ne soit pas une obsession. C'est ça. Voilà, c'est des Parce que piqûres certains de parents rappel. sont très angoissés. Est-ce qu'ils ne risquent pas de transmettre cette Alors, angoisse ça, il faut aussi? prendre en charge les parents. Oui. Ouais. Exactement. Quand on va parler tous les jours de fais attention, fais attention, fais attention, ça, c'est des parents, forcément des parents anxieux. Anxieux. Ouais. C'est des petits pics, de temps en temps, petites informations, mais pas tous les jours. Non. Alors justement, on a une maman aussi qui a été victime d'attouchement et quand elle était beaucoup plus jeune, petite, et qui a cette angoisse pour ses enfants. Ouais. Et avant, on parlait beaucoup de la fille, mais aujourd'hui, on sait que garçon et fille, personne n'est à l'abri, justement. Ouais. Alors, elle ne sait pas trop comment gérer cette situation. Est-ce qu'il faut qu'elle puisse se faire accompagner ou comment ne pas, comment on dit, ne pas transférer tout ça sur l'enfant. Sur l'enfant. Ouais. Donc, par rapport à cette maman, forcément, si elle a eu une expérience, elle va voir ça partout, ça sera sa première crainte, elle angoissera par rapport à ça. Donc, il faudra une prise en charge. Elle doit consulter. Si elle n'arrive pas à dépasser ça, déjà, quelqu'un qui a subi des attouchements sexuels pendant l'enfance, il aura besoin de suivi, surtout, alors déjà quand il a subi ça et au moment où il a eu des enfants. Mais vous savez, dans notre culture, souvent, c'est tabou et donc parfois la personne subit, mais ne le dit pas. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus... Les choses sont beaucoup plus faciles, sauf que pas autant. C'est-à-dire, on a toujours des choses qui sont cachées, les enfants ont du mal à parler, et voire même, vu l'expérience qu'on a dans nos cabinets, ça se passe des fois au sein de la même famille. Et c'est difficile de faire la part des choses entre ces deux enfants ou entre deux cousins. Donc les adultes... Oui, mais alors justement par rapport à cette prévention, parce que c'est le but aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, malheureusement, des attouchements, l'harcèlement, et selon les études, généralement ça se passe au sein de la même famille. Au sein de la même famille avec voisinage. des proches, exactement. Donc, alors qu'il y a cette relation de confiance, l'enfant est en confiance avec cet adulte. Comment sensibiliser les enfants? C'est presque dire aux enfants, n'ayez confiance en personne. C'est ça, en fait, c'est que ça reste délicat. En fait, il faut pas tomber dans l'abus ou l'excès. Et au même temps, il faut sensibiliser un minimum, mais ne pas, comme vous avez dit, tomber dans l'excès. Parce que si on dit fais attention à ton cousin, fais attention à celui-là, fais attention, c'est-à-dire c'est une sorte... on fera un enfant anxieux. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut pointer du doigt les personnes? Non, il ne faut jamais pointer du doigt la personne. Ne pas nommer les personnes. Pas du tout. Sauf si on a un cas dans la famille qui est connu pour ça. Oui, donc, ça. Mais sinon, au fait, c'est ce qui fait partie de toute l'éducation de l'enfant. Quand on va dire, il faut que tu... C'est comme le fait de lui inculquer le fait de travailler, de se laver. Donc, c'est des choses qu'il doit avoir en lui. Voilà, que ça fasse partie Donc, et avoir une éducation sexuelle, c'est très important. Ce que c'est qu'un appareil génital, à quoi ça sert Qu'est-ce que vous appelez, vous, les spécialistes, l'éducation sexuelle? Parce que justement, dans notre culture, quand on parle de ça, il y a souvent... en fait, les adultes pensent qu'on va expliquer aux enfants des choses de grands. Non, juste leur expliquer que... toujours... en fonction de l'âge, parce qu'on ne peut pas tout expliquer à tout le monde. C'est-à-dire, à une petite fille de 6 ans, on va lui dire que ça, c'est un appareil génital, que personne n'a le droit de le toucher. Voilà, on ne va pas lui dire comment on fait des enfants. Voilà, juste expliquer ce que c'est, mettre des mots sur, comme on dit un nez, un visage, une main. Pourquoi, pour l'appareil génital, on n'arrive pas à dire le mot pénis voilà. Donc, juste ça. Ok. Juste ça. Ok, alors on y va pour une question d'une maman qui vous dit, c'est Dina qui vous dit, moi je pense que nous, parents, devons le faire, mais mon mari refuse d'en parler avec notre fils de 10 ans. Que faire?
Alors déjà, pour Dina, je lui dis que je pense que son fils à 10 ans, il sait déjà beaucoup de choses. Et en fait, je suis sûre qu'il a su à travers ses copains ou à travers Internet. Donc, il faudra sensibiliser le mari à ça. Parce que même s'il sait des choses, je pense qu'il a beaucoup de trous, un puzzle qu'il doit compléter. Donc, ça ne pourrait pas être mieux complété que par les parents qui vont éclaircir ça dans sa tête. Absolument. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment d'avoir été là, docteur Nawal Ajoub. Vous êtes psychiatre enfant et adulte. Exactement. Merci d'avoir parlé de ce sujet sans langue de bois et sans tabou. Merci beaucoup, Camélia Zakaria, pour votre expertise. Vous êtes psychologue clinicienne. Et Salah Haye également pour votre professionnalisme et vos conseils à nos parents. Je pense que maintenant, le CP ne fera plus peur ni aux parents ni aux enfants. Je l'espère, voilà, absolument. Et puis, si vous voyez votre enfant, on va dire, se renfermer sur lui-même, faites attention. Ne vous dites pas forcément que c'est la crise d'adolescence. Ça peut cacher éventuellement une dépression nerveuse. On en a parlé avec vous, Camélia. Merci à toutes et à tous. J'ai failli dire à toutes et à tous, mais avant, il n'y a pas le début de la phrase. Merci à tous pour votre fidélité. À très très vite sur Média TV dans 11 Dito. Merci.